Et il y a des études qui montrent qu'un médecin après 5 ans d'expérience n'est pas moins bon qu'un médecin qui a 40 ans d'expérience. Les chirurgiens, à l'inverse des médecins généralistes, après 40 ans, ils sont meilleurs, pour la plupart, qu'après 5 ans d'expérience. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que c'est juste leur personnalité? Est-ce que c'est juste la démarche dans laquelle ils sont? Et en fait, ils se sont rendus compte que le métier lui-même induisait... Déjà, ce qui est important de comprendre, c'est vraiment de réaliser l'importance de la pratique. Il y a des études qui montrent que la rétention que tu as d'une information qui t'est transmise uniquement par la parole, un professeur qui te fait un cours théorique sur une idée, comment faire du piano, comment gérer tes relations interpersonnelles, donc ta communication, ou même dans le sport ou dans le cadre de l'école de coaching, comment faire un exercice de coaching. La rétention que tu as quand c'est uniquement verbal et théorique, après 3 mois, elle est de 10%. 10%, c'est-à-dire que tu es capable d'accéder à 10% de l'information qui t'a été donnée. Ça ne veut pas dire que tu as 10% de l'information qui est devenue automatique. Ça veut juste dire que tu es capable de dire « Ah oui, je me souviens de ce truc-là ». Déjà, après quelques minutes, tu vois, même c'est un bel exercice. Juste à la fin de ce podcast, tu demandes aux personnes « T'as retenu de quoi ?» Donc là, on n'est pas à 3 mois après. Déjà, réaccéder à 20% de ce qui a été dit juste après, c'est déjà super dur. Donc ça, c'est quand l'information, elle est juste dite. Quand tu rajoutes à ça de la pratique, et en plus le fait de voir quelqu'un pratiquer, donc tu pratiques et tu vois quelqu'un pratiquer, donc démo et pratique, tu vas augmenter la rétention de l'information, non pas de 10%, mais en gros, en fonction des cas, entre 60% à 70% de l'information, où il y a eu de la théorie, plus tu as vu quelqu'un pratiquer et tu as débriefé ça, et ensuite toi tu as pratiqué. Quand tu as les trois, tu as 60-70% de l'information que tu as retenue. Ça ne veut pas dire non plus qu'elle est automatique, ça ne veut pas dire que tu sais l'utiliser, mais ça veut dire que si on te dit bah, « Tiens, parle-moi de ce qui s'est passé tel après-midi », tu vas être capable de dire « On a vu ça et c'est passé ça ». Tu n'as pas vu tous les détails, mais tu retiens 60 à 70%. Donc déjà, la pratique, je pense que dans l'éducation aujourd'hui, on ne réalise pas à quel point elle est importante. Et malheureusement, quand tu regardes l'éducation que tu as en tant qu'élève, dans ta scolarité, c'est beaucoup d'informations qui t'est données. Mais il y a très peu de démos et très peu d'exercices expérientiels pour vraiment que tu t'en souviennes. Ça vient d'un biais qui est une croyance qui est que plus j'en donne, mieux c'est. Mais le problème, c'est pas ça, c'est qu'on ne devrait pas évaluer la compétence d'un professeur ou la qualité d'une éducation au nombre de connaissances qu'on a couvertes dans une année. On devrait évaluer la connaissance, la qualité de la pédagogie et la qualité du professeur ou de l'éducation à un seul critère, à quel point la personne est en capacité, 1 an après, d'utiliser ce qu'elle a appris. Ça devrait être notre seul indicateur. Et avant d'être capable de mesurer ce que la personne est capable d'utiliser, déjà c'est mesurer ce qu'elle est capable de retenir 3 mois, 6 mois, 1 an après. Ça devrait être notre obsession. Donc la pratique, déjà tout court, elle est indispensable parce qu'elle te permet d'augmenter ta rétention. Maintenant, la pratique seule, ça te garantit non pas d'être bon, ça te garantit juste d'éviter d'être mauvais. C'est-à-dire que si tu parles pas anglais, le simple fait que tu pratiques l'anglais, que tu parles régulièrement anglais, tu côtoies des gens en anglais, donc tu as les deux, tu vois des gens pratiquer et tu pratiques, tu vas progresser, tu vas passer de nul, incapable de t'exprimer en anglais, à être capable d'avoir des conversations, exprimer des idées. Tu vas avoir plein d'erreurs de grammaire, plein d'erreurs de prononciation, plein d'erreurs d'intonation, tu vas avoir plein de vocabulaire qui te manque, plein de structures que tu vas pas réussir à faire, tu vas avoir des difficultés à exprimer ton idée dans le temps, mais vu que tu arrives à obtenir une partie du résultat que tu voulais, tu peux rester 20 ans dans le pays à pratiquer tous les jours et pour autant avoir une courbe de croissance qui même pas stagne, qui en réalité décroît. Pourquoi elle décroît? Parce qu'avec la répétition, tu renforces non seulement ce qui est bien, mais tu renforces aussi ce que tu fais qui est pas bien entre guillemets. Donc tu vas avoir de plus en plus de difficultés. On le voit avec des Français qui sont aux États-Unis depuis 30 ans et qui ont toujours un accent très français. Paradoxalement pour eux, après 30 ans, ça va être encore plus dur d'apprendre le bon accent que si toi tu es en train d'apprendre parce qu'ils se sont formatés à apprendre l'anglais d'une certaine manière après 30 ans de répétition. Et donc la phrase en anglais « practice makes perfect », c'est faux en réalité. Tu peux pratiquer l'anglais pendant 30 ans, c'est pas ça qui va faire que tu vas être à l'aise à l'oral. Et c'est valable dans le coaching. Quand tu apprends le coaching, tu peux pratiquer le coaching pendant 30 ans et être juste un coach moyen en fait. Tu es meilleur que quelqu'un qui pratique pas, mais tu es moyen. La prise de parole, c'est un super exemple. Au début, forcément, le fait de t'exprimer à l'oral, t'es pas à l'aise, donc plus tu le fais, plus tu es à l'aise. Mais au bout d'un moment, ta pédagogie, elle s'améliore pas, ta capacité à raconter des histoires, elle s'améliore pas, ton articulation, elle s'améliore pas, ta capacité à captiver l'attention s'améliore pas, et tu stagnes en fait.
Et il y a des études qui montrent qu'un médecin après 5 ans d'expérience n'est pas moins bon qu'un médecin qui a 40 ans d'expérience. Voire même, le médecin de 5 ans d'expérience est meilleur. Et en fait, ça a commencé à créer une question. Ils se sont dit, mais est-ce que c'est valable partout? Et ils ont découvert un métier où les spécialistes étaient meilleurs avec le temps. Et c'est la chirurgie. Les chirurgiens, à l'inverse des médecins généralistes, après 40 ans, ils sont meilleurs, pour la plupart, qu'après 5 ans d'expérience. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que c'est juste leur personnalité? Est-ce que c'est juste la démarche dans laquelle ils sont? Et en fait, ils se sont rendus compte que le métier lui-même induisait une manière de travailler qui est très différente. Dans le cas du médecin généraliste, tu viens me voir, tu as des symptômes dont tu as conscience, d'autres symptômes dont tu n'as pas conscience. Je vais faire un diagnostic. Ce diagnostic, il est vérifié par personne, parce que je suis le seul médecin généraliste à faire mon diagnostic. J'ai pas de machine qui m'aide à savoir si mon diagnostic il est bon. Et j'aurai aucun feedback. C'est-à-dire qu'en gros, je vais te faire un diagnostic, tu vas partir de la nature avec mon diagnostic. Et je ne saurais pas en réalité si 2 semaines plus tard, tu as guéri avec. J'ai pas de data en fait. Et je t'appelle pas et ça fait pas partie du protocole d'un médecin généraliste de t'appeler. Et le fait de ne pas avoir de feedback, ou d'en avoir, mais des fois que très longtemps plus tard, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, fait que tu as beaucoup de difficultés à apprendre. Et pour apprendre quelque chose, quand tu as passé le stade où tu es juste bon, tu as besoin de te concentrer sur des petites choses, sur des détails. L'enfant, il ne naît pas avec un accent, mais c'est les centaines d'heures à voir tes parents parler, essayer de reproduire, parce que tu es à un âge où là, tu n'es pas en train de faire sur tes automatismes à toi, tu es à un âge où tu essaies de reproduire l'extérieur. Et donc tu vois tes parents parler, tu essaies d'imiter tes parents, et tu essaies de te rapprocher de ce qu'eux ils font, à force de faire cette boucle-là, voire même que tes parents te corrigent quand tu articules, fait que tu as un feedback qui est très rapide. Et pour le cerveau de l'enfant, c'est beaucoup plus facile d'apprendre. Et c'est pareil quand tu apprends à marcher, pareil quand tu apprends à écrire. Et donc la différence qu'il y a entre le médecin généraliste qui, lui, reçoit quasiment pas de feedback, et quand il en reçoit, c'est longtemps plus tard et très flou. Le chirurgien, lui, il est dans un métier déjà où il y a un ensemble de machines autour, il y a une équipe médicale autour, des infirmières. Le métier lui-même fait que le corps réagit très vite. C'est-à-dire que si je fais une erreur dans la manière dont je t'ouvre le ventre et je gère l'appendicite, ton corps, si j'ai fait une erreur, tout de suite, il va réagir. Ton flux sanguin va changer, ton rythme cardiaque va changer. Et ça me donne un feedback immédiat pour comprendre quand est-ce que je suis précis, quand est-ce que je ne le suis pas, c'est quoi la bonne manière de gérer. Et aussi, vu que chaque corps est différent, je vais commencer à emmagasiner ce qu'on appelle des modèles mentaux. Il y a la théorie du protocole de gestion d'une appendicite. On va dire que c'est 10 étapes. Mais le problème, c'est que chaque corps est différent. T'as pas mangé la même chose, t'as pas les mêmes origines, t'as pas les mêmes gènes, t'as pas le même stress dans ta vie, t'as pas le même âge. T'as plein de facteurs qui vont déterminer que ces 10 étapes théoriques, en réalité, vont demander 1000 nuances au milieu. Or, dans une opération chirurgicale, t'as pas le temps de réfléchir à ces 1000 nuances. Ce qui va faire que tu vas être bon, c'est la capacité de manière automatique, de manière intuitive, à faire les 1000 nuances que tu as besoin pour que ce protocole en 10 étapes, il fonctionne vraiment avec cette personne. Qu'est-ce qui fait que le chirurgien, il est capable de faire ça? Les gens disent « Ah, c'est de l'intuition, donc ça lui vient comme ça. » Mais non, en réalité, l'intuition, ça s'orchestre. L'intuition, ça s'organise. L'intuition, ça se facilite. Et les gens, ils disent « C'est que l'expérience. » Non, parce que courir, encore une fois, pendant 40 ans, te donne de l'expérience, mais te donne pas des intuitions. Ce que tu as besoin, c'est de l'expérience plus une boucle de feedback qui est très courte. Le chirurgien, du coup, il essaye de suivre son étape 3, ça se passe pas comme prévu. Et là, son cerveau, il apprend, parce qu'on apprend beaucoup par évitement de la douleur, recherche de plaisir. Donc quand ça se passe pas comme tu veux, tu vis une décharge de souffrance, de peur, d'inquiétude ou de stress. Quand ça se passe comme tu veux, tu as de la dopamine, tu es content, tu te relâches. Cette mécanique-là, elle est hyper utile, parce qu'elle te permet d'être hyper attentif à un truc qui se passe pas comme tu veux. Et du coup, ton cerveau, il ancre, c'est pour ça qu'on parle de modèles mentaux, il ancre une image mentale de ce à quoi ça ressemble quand ça se passe mal. À la fois dans le corps de la personne, mais aussi en toi. Peut-être te rendre compte qu'avant de faire tel truc, quand tu respires pas comme il faut, du coup, tu fais pas le bon geste, parce que c'est beaucoup, la précision, c'est de la respiration. Avec le temps, tu as emmagasiné des milliers d'images, des centaines de milliers d'images de à quoi ça ressemble sensoriellement. Quand t'es bon, quand t'es pas bon, quand tu fais le bon geste, quand tu fais pas le bon geste, quand un corps de quelqu'un de 40 ans réagit bien, quand il réagit pas. Et tout ça fait que, quand on te regarde, tu as l'impression que tu suis que 10 étapes. Mais en réalité, au milieu, tu as tes 1000 nuances. La pratique délibérée, c'est le constat qu'il y a des gens qui sont capables de passer de nul à bon et rester là où il y en a d'autres qui sont capables de passer de nul à bon jusqu'à devenir excellents et dont la limite de leur excellence, il n'y en a pas en réalité. C'est-à-dire qu'en réalité, ils sont capables de toujours pousser et progresser sans cesse. J'ai une école de coaching, je forme les gens au coaching.
Je fais des coachings de gens que je ne connais pas, de l'extérieur, devant les élèves pour qu'ils puissent me voir coacher. Et avec cette idée qui m'a toujours inspiré de donner les outils à monsieur, madame, tout le monde, mais surtout les gens qui sont très ambitieux de réaliser la vie qui les inspire. Mais la vie qui les inspire vraiment. Moi, ce qui m'inspire, c'est que les gens identifient leurs vrais rêves et ensuite aient le courage d'y aller et soient prêtes à jouer sur 10 ans et pas avoir un petit succès rapide qui n'a pas de sens en fait. Alors si tu es coach, que tu as envie de le devenir, que tu es intéressé par avoir un impact dans la vie des autres et créer des étincelles dans leurs yeux, alors j'ai un guide qui est fait pour toi. Un guide sur les questions impactantes à poser en tant que coach. Tu peux le télécharger gratuitement en cliquant sur le bouton qui apparaît. Donc c'est parti, télécharge le guide.